Eh bien, écoutez, comme il a été expliqué, moi je suis le CEO de Tech Adaptica et je suis également consultant pour l'université Stanford en Californie. Je travaille, dans la neuroscience et le comportement en ligne. Donc, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens lorsqu'ils sont en train d'apprendre ou ils sont en train d'enseigner en ligne. Et l'université Stanford, en cœur de la société, eh bien, effectivement, on a été confronté à de l'innovation depuis très longtemps. Et effectivement, il a fallu essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans la tête des gens lorsqu'ils étaient confrontés à ce genre de changement. Donc, sans plus tarder, un petit peu, je vais vous parler un petit peu de moi. Bon, moi, je suis fils de, non pas réfugié, mais euh, de clandestins. On est arrivé en fait en Europe de manière clandestine, ce qui est encore pire qu'être réfugié, parce qu'on n'a pas de droit. Et quand j'étais enfant, eh bien, j'étais complètement dyslexique. Et donc, mes parents disaient souvent, quand on n'a rien au départ, on n'a rien à perdre à l'arrivée. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Parce que très rapidement, j'ai été catalogué comme un enfant avec certains troubles d'apprentissage. Et les enseignants faisaient ce qu'ils pouvaient pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait pour moi. Mais bon, j'ai très vite été catalogué comme un enfant qui avait du mal. Donc, on me, on me disait très souvent, tu vas finir plombier, mécanicien, et c'est le maximum que tu vas pouvoir achever. Aujourd'hui, on mène une organisation qui est sur 3 continents. Euh, je, je travaille dans une des universités les plus réputées dans le monde, et ça a se demander pourquoi est-ce que on en est arrivé justement, enfin pourquoi est-ce que ces enseignants n'ont pas vu ça arriver depuis le départ. Eh bien, la raison, c'est parce qu'ils ont le gros problème de l'éducation aujourd'hui, c'est le manque de visibilité. Hein. On ne peut améliorer que ce que l'on arrive à mesurer. Le problème, c'est qu'on n'y voit pas grand-chose. Lorsqu'un enseignant a 25 élèves dans sa classe, il est très difficile pour cet enseignant de savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête de tous ces élèves-là. Alors, intelligence artificielle, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Eh bien, l'intelligence artificielle, ça va nous apporter une énorme visibilité, une visibilité que l'on n'avait pas auparavant. Et je peux vous citer énormément d'exemples, mais avant de partir sur les exemples, rappelez-vous que si vous pensez que le changement est trop coûteux en éducation, essayez l'immobilisme. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus coûteux. Malheureusement, moi je trouve que je suis très très critique du monde éducatif parce que, premièrement, j'en fais partie, et puis deuxièmement, rien ne me, comment dire, rien ne me rassure dans cette nouvelle approche. La crise du Covid, elle a révélé énormément de problèmes dans le monde éducatif. Je vous explique très rapidement ce qu'il en est. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on va voir qu'une des premières compétences pour le futur, pour nos enfants, c'est le changement, l'adaptation au changement. Pourquoi? Parce que énormément de choses vont changer très rapidement. On ne va pas garder le même emploi pendant 10, 15 ans. Il va falloir changer, se reformer tous les 5 ans. Et donc, si le futur de nos enfants est basé sur le changement, il y a lieu de se poser la question si le système qui est supposé les préparer à ce changement n'est pas lui-même incapable de faire preuve de changement. Après tout, quand on regarde les écoles, on est aujourd'hui en 2020. Ça fait plus de 20 ans que l'on parle d'éducation du 21e siècle. Et il nous a fallu attendre une crise du Covid pour voir les universités et les écoles élémentaires ou secondaires être pris d'assaut par surprise euh, par justement ces outils du 21e siècle. Alors moi, j'ai des enfants, et puis quand je les vois justement travailler sur Zoom avec leurs enseignants, ni les enseignants sont formés là-dessus, ni les administrateurs de conseils scolaires, ni personne. Et quand je pense qu'il y a énormément de taxes qui sont dépensées là-dedans, eh bien, honnêtement, ça ne me rassure pas. En tout cas, je vais vous parler un petit peu rapidement de quoi est-ce que, comment dire, what are we facing, de qu'est-ce qui nous attend. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, mais à un moment, on avait le meilleur joueur au jeu d'échecs du monde s'appelait Kasparov. Et on l'avait fait jouer contre Deep Blue. Deep Blue était un ordinateur que IBM avait construit et avait amélioré pendant 20 ans. Et ce n'est que, je ne sais plus exactement en quelle année, mais Deep Blue a gagné contre un humain aux échecs. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un robot, qu'une machine, qu'un ordinateur
gagnait au jeu d'échecs, donc c'est un jeu un peu complexe, contre un humain. D'ailleurs, pas n'importe quel humain, le meilleur joueur au jeu d'échecs au monde. C'était une grande révélation. C'était dans les années, avant les années 2000. C'était la première fois que ça se passait. Bon. Entre-temps, Deep Blue de IBM a fait énormément de progrès et a surpassé les compétences humaines. On est bien loin de ce qu'un humain peut faire. Bon, on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le meilleur joueur, ou bien, comment dire, l'ordinateur le plus développé au jeu d'échecs s'appelle Stockfish. D'accord? Et bien meilleur que Deep Blue d'ailleurs. Et puis, il y a Google qui est sorti je crois que c'était en 2014, ils sont sortis avec un algorithme, c'était seulement une équation mathématique qu'ils ont appelée AlphaZero. Cette équation mathématique n'était pas là elle ne savait pas comment jouer aux échecs. Elle savait comment apprendre à jouer aux échecs. Et c'est là la grande différence. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est que c'est un robot qui est capable, ou bien c'est une machine, c'est une équation mathématique qui est capable d'apprendre d'elle-même. Et donc, Google AlphaZero a été lancé sur le web pour apprendre à jouer aux échecs. Bon, au bout d'un certain temps, AlphaZero a appris à jouer aux échecs en allant sur Wikipédia, Twitter, Facebook, les jeux d'échecs, en jouant contre des gens en ligne et tout ça. Et donc, on l'a fait jouer Google AlphaZero contre Stockfish, le meilleur ordinateur de jeux d'échecs au monde jamais créé. Sur 100 matchs, Google AlphaZero a gagné 86 matchs. Et le reste, ils étaient ex aequo. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google AlphaZero, cet algorithme mathématique, n'a jamais perdu contre le meilleur ordinateur au monde. Donc ça, déjà, c'était quelque chose d'assez révélateur en termes d'intelligence artificielle et comme quoi ça dépasse tout ce qu'un humain peut faire. Mais voilà ce qui est encore plus étonnant. En faisant mes recherches, j'ai essayé de voir, j'ai essayé de comprendre combien de temps est-ce que ça a pris à Google AlphaZero pour apprendre à jouer aux échecs. On sait que Stockfish, c'était un petit peu 25 ans de travail d'IBM, de Deep Blue et toute la bande. Mais Google AlphaZero, combien de temps est-ce qu'ils ont mis pour apprendre à jouer aux échecs? Cet petit algorithme. 4 heures. En 4 heures, Google a lancé l'algorithme en ligne et en 4 heures, cet algorithme a appris à jouer aux échecs et à devenir meilleur que n'importe quel autre ordinateur dans le monde. Voilà, donc je vous dis, bienvenue dans l'ère de l'intelligence artificielle. Alors vous comprenez tout de suite que je dis souvent justement, vous n'entraînez pas vos enfants à courir plus vite que des voitures. Alors pourquoi est-ce que vous les entraînez à compter plus vite que des ordinateurs? C'est une bataille qui est déjà perdue. Il faut commencer à réorganiser et à réfléchir et à, à redéterminer nos priorités en tant qu'humains. Vu que ces machines-là vont pouvoir faire des choses bien supérieures que ce que l'humain peut faire, à nous d'essayer de voir qu'est-ce que la machine ne peut pas faire et se focaliser là-dessus. Et là, ça ouvre énormément de possibilités. Donc, comme je vous l'ai dit, ça a pris 4 heures. Donc, voici les méfaits de l'intelligence artificielle. Si le jeu d'échecs est un jeu de guerre inventé par les Indiens et les Arabes, on peut se poser la question si Google AlphaZero a réussi à faire bien mieux que n'importe quel humain, n'importe quel ordinateur jamais inventé, eh bien, très rapidement, on peut arriver dans ce qu'on appelle une dictature digitale. D'accord? Très bientôt, le ministre de la Défense va demander à son Google AlphaZero quelle est la prochaine action qu'il doit faire. Pareil pour le ministre de la Finance, pareil pour le ministre des Communications, parce que l'intelligence artificielle n'oublie rien et ne laisse rien au hasard. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, cette intelligence artificielle, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir énormément de changements et ce sont des dizaines de millions de travailleurs qui vont être mis sur le carreau. Ils ne vont plus trouver de travail. Alors, beaucoup se plaignaient justement d'être exploités. Pire que l'exploitation, il y a ce qu'on appelle être obsolète ou être complètement désuet.
Eh oui, c'est la nouvelle ère. Si on ne s'adapte pas, on est mal. Alors, l'intelligence artificielle est une habilité d'un ordinateur ou d'une machine à apprendre et à penser. C'est exactement ce dont on parle aujourd'hui. Écoutez, si on repart un petit peu dans le temps, hein, il y a 13 milliards d'années, on avait le Big Bang, hein, c'était de l'énergie, on vient de créer le concept d'espace et de temps, les éléments fondamentaux de notre univers. On a appelé ça la physique. 300 000 ans plus tard, donc 13 milliards d'années, hein, eh bien, cette matière et énergie ont commencé à s'unir en structures plus complexes. On a appelé ça les atomes, les molécules, et on a appelé ça la chimie, qui vient de l'arabe al-khimia, qui veut dire la magie. Donc chimie, qui vient de alchimie, al-khimia. Il y a 3,8 milliards d'années, donc bien plus tard, sur un petit caillou qu'on a appelé la planète Terre, ces molécules se sont combinées en organismes, et ça, c'est l'invention de la biologie. Il y a 70 000 ans, des organismes un peu plus compliqués, hein, que l'on a appelés humains, ont commencé à s'organiser en cultures. Et ces cultures-là, on a appelé ça l'histoire. Chez ces mêmes organismes, on a commencé à remarquer des suites logiques dans la nature, dans les saisons. On a appelé ça les mathématiques. Depuis, voilà ce qui s'est passé. Énormément de changements, des avions, des bus, des trains, tout est connecté. Quand on regarde notre système éducatif aujourd'hui, il date de l'époque de la révolution industrielle. Dans un village, nous avons mis un bâtiment qu'on a appelé une école. Dans cette école, on l'a séparé en plusieurs salles. Et dans ces salles, nous avons mis des bancs et puis des chaises pour que les enfants s'assoient et qu'un enseignant vienne nous parler un petit peu de physique, chimie, biologie, histoire, mathématiques. Bon, bien que ce système, on a réussi à faire d'énormes choses grâce à ce système, eh bien, on sait aujourd'hui qu'il est un petit peu désuet. Alors, je ne veux pas dire trop de choses, trop de mal sur ce système éducatif, parce que grâce à ce système éducatif, on est arrivé à faire des choses vraiment qui sont magnifiques. Aujourd'hui, c'est le seul moment dans l'histoire de l'humanité où l'obésité tue plus que la famine. Les accidents de la route tuent plus que les guerres. La vieillesse tue plus que la maladie. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Cependant, en 2050, nous allons être plus de 10 milliards d'humains sur cette planète Terre. On ne peut pas penser à un système éducatif sous le même modèle que celui de la révolution industrielle, à savoir construire des bâtiments dans des écoles. On ne peut pas faire ça. Il va falloir repenser l'éducation. Et la crise du Covid vient nous le rappeler et vient un petit peu accélérer les choses par rapport à ça. Alors bien sûr, l'éducation en ligne n'est pas très très jolie aujourd'hui. Mais petit à petit, il faut lui laisser le temps. Ça fait 3 mois que ça a été mis sur pied. Et déjà, quand on regarde en 3 mois l'évolution et les progrès qu'ils ont fait, c'est assez extraordinaire. Okay. Il y a aussi à se demander sur le rôle de l'enseignant qui vient changer. À cette ère de l'intelligence artificielle et cette ère de l'information, l'enseignant n'est plus celui qui détient le savoir, c'est celui qui doit modérer le savoir. Et beaucoup d'enseignants ne le comprennent pas encore. Ils sont complètement dépassés par ce qui se passe sur le web. Les enfants, littéralement au bout des doigts, dans leur téléphone portable ou bien téléphone intelligent, ils ont beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de savoir qu'un humain ou que leur enseignant. Donc là, ça devient un petit peu critique. Je vais passer là-dessus. Nos enfants vont-ils tous devenir obsolètes, désuets? Eh bien, c'est une bonne question. À mon avis, non. Si notre système éducatif s'adapte à les entraîner, à les préparer au changement, eh bien, ils ne vont pas devenir obsolètes. Si notre système éducatif reste le même, c'est toute une génération qui sera complètement obsolète et ils ne vont pas savoir quoi faire. Alors, bien sûr, il y a le rôle positif de l'intelligence artificielle et le rôle négatif de l'intelligence artificielle. Peu importe ce que vous en pensez, l'intelligence artificielle est là et elle est là pour rester. On ne peut pas l'arrêter. Peu importe ce que vous pensez faire, ce n'est pas possible. C'est un train qui est déjà en route. D'accord? Alors, je vous parle par exemple de... Voilà, par exemple, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Aujourd'hui, au niveau de l'intelligence artificielle, par exemple, si vous regardez en fait vos enfants quand ils sont sur YouTube ou ils sont sur le iPad, ça va peut-être vous sembler un petit peu choquant ce que je vais vous dire, mais YouTube connaît votre enfant beaucoup plus mieux que vous le connaissez. YouTube est capable de savoir si votre enfant est gay, homosexuel ou pas, très rapidement.
beaucoup plus tôt que vous ou même lui-même, qui a du mal à se l'avouer. Pourquoi? Parce que YouTube se rappelle de tout. Sait exactement comment votre enfant apprend, sait qu'est-ce qu'il aime, quel genre de vidéo est-ce qu'il aime, quel genre de vidéo est-ce qu'il a répété, à quelle heure de la journée est-ce qu'il apprend le mieux, quand est-ce qu'il est le plus réveillé, etc. Et donc forcément, il est très important de comprendre l'importance de réguler ce genre de choses-là. Si ces machines vont commencer à nous connaître mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, il y a lieu de se poser la question de la philosophie là-dedans et d'apprendre à se connaître soi-même. Alors bien sûr, c'est un petit peu le plus vieux comment dire, conseil que les philosophes nous ont donné. Connais-toi toi-même, nous disait Aristote. Eh bien oui, mais ça n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui. Si nous, on ne fait pas un effort à entraîner et à préparer nos enfants à se connaître eux-mêmes, eh bien Google, Amazon, YouTube, Facebook, je vous garantis qu'eux sont déjà en train de disséquer comment est-ce que vos enfants réagissent en ligne, qu'est-ce qui les énerve, qu'est-ce qui leur fait plaisir, qu'est-ce qui les enclenche. Ils savent tout là-dedans. Il n'y a pas moyen de l'arrêter. Donc ça fait un petit peu peur. Je vais vous dire une chose. Pensez en fait à l'intelligence artificielle, ou bien plutôt à vos téléphones intelligents, un petit peu comme des machines à sous à Las Vegas. Ils sont designés pour vous faire rester sur vos téléphones. On appelle ça the dopamine loop, la boucle de la dopamine. Et c'est une science, hein, c'est exactement ce dans quoi moi je me spécialise. Je vois un petit peu comment est-ce que certaines applications, comme Facebook par exemple, viennent enclencher votre boucle de la dopamine pour vous faire revenir sur la plateforme n'importe quand. C'est un petit peu une machine à sous qui ne vous fait gagner rien du tout, mais qui est bien plus forte qu'une machine à sous. Alors, si on parle de machine à sous, je vous pose la question, quelle est l'intervention médicale la plus courante à Las Vegas, à votre avis? Eh bien, je ne peux pas vous entendre là maintenant, mais je peux vous dire tout de suite que l'intervention médicale la plus courante à Las Vegas, c'est l'infection de la vessie. Pourquoi? Parce que ces machines à sous sont tellement bien designées que les gens restent sur leur machine jusqu'à avoir une infection de la vessie. Votre téléphone cellulaire, votre téléphone intelligent n'est qu'une machine à sous à portée de la main. Si vous n'apprenez pas à la contrôler, eh bien, vous allez être complètement dépendant. Alors, il y a lieu de se poser la question, quelles sont les compétences de demain pour nos enfants? Eh bien, comme je le disais plus tôt, on n'entraîne pas nos enfants à courir plus vite que des voitures. Alors, pourquoi leur apprend-on à penser plus vite que les ordinateurs? Tout ce que ne peut pas faire un ordinateur, c'est ça à quoi on doit les préparer. D'accord? Comment s'adapter au changement? L'échec. La plus grande leçon d'un examen ou d'un test est peut-être liée à comment échouer. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'intelligence artificielle, ils vont être amenés à changer, à échouer plus souvent. Il faut désacraliser cette histoire d'échec et leur apprendre à changer plus rapidement et mieux. D'accord? Comme je le disais comme on le dit souvent dans la Silicon Valley, la réussite, c'est 99% d'échecs. Ou bien comme disait Henry Ford, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Ils n'auraient pas demandé une voiture, ils auraient demandé des chevaux plus rapides parce qu'ils sont incapables de se projeter dans le futur. Donc voilà où est-ce qu'on en est au niveau de l'intelligence artificielle. Je pourrais vous en dire énormément, mais je sais que le temps nous est compté, et surtout qu'on a perdu un petit peu 10 minutes au départ. Mais je vais vous laisser avec quelques, avec quelques petites questions, d'accord, sur l'intelligence artificielle et sur le futur pour nos enfants. Qui perd son travail? Qui garde son travail, qui perd son travail? L'avocat ou l'infirmière? À votre avis? Vous pouvez utiliser le chat pour, regardez, avocat ou infirmière. Qui garde son travail dans les 5 prochaines années? L'avocat ou l'infirmière? Ou les deux? À votre avis? Allez-y, hein, répondez dans le chat. Merci, Monsieur Os, pour une présentation aussi engageante et informative. S'il vous plaît, s'il y a des questions, laissez-les dans le chat ou si vous voulez vous exprimer de vive voix, n'hésitez surtout pas à nous le faire
à nous le mentionner dans le chat. Alors, Chloé disait avocat, et puis Bouloulou disait infirmière, Joël disait infirmière. Je vous le dis tout de suite, les avocats vont commencer tous, petit à petit, hein, très rapidement, ils vont commencer à avoir leur coût de production descendre, s'atténuer, petit à petit. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va pouvoir vous conseiller plus rapidement et bien moins cher qu'un avocat. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure avec Google AlphaZero, ils sont capables de fouiller dans des millions de textes de loi et vous fournir avec la réponse la plus intéressante, la plus importante, ou les différentes avenues. L'infirmière, par contre, on n'a pas encore inventé de robot qui arrive à prendre la main des patients. L'empathie, la cohésion, le travail en synergie, le management. Là, cet ordinateur ou cette intelligence artificielle n'arrive pas à faire ça. Donc l'infirmière va garder son travail. Regardez, j'en ai un autre. Le radiologue, alors je vais écrire le radiologue versus le prof de guitare. J'ai peut-être fait une petite faute là. Oui, guitare, j'ai mis un D. Radiologue versus le prof de guitare. Qui garde son travail, qui perd son travail? Qui garde son travail entre le radiologue et le prof de guitare? Allez-y, écrivez sur le chat. Ah oui, vous savez, on voit en fait que c'est partagé. Mais regardez, avec l'enseignant garde son emploi. Ah, on va parler des enseignants dans 2 minutes. Le radiologue va perdre son travail. Il va devoir se réadapter très rapidement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance de l'image, de l'imagerie, donc ce qu'on appelle image recognition, est bien meilleure que les humains. Comment dire, l'intelligence artificielle qui est derrière la reconnaissance de l'image, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être meilleure que les humains. Aujourd'hui, ils sont bien meilleurs que les humains et bien moins chers. Donc les radiologues vont arrêter de regarder les radios, hein, et ils vont devoir s'adapter. Le prof de guitare, lui, il a de beaux jours devant lui. L'enseignant garde son emploi. Eh bien oui, mais ça dépend. Ça dépend si l'enseignant arrive à s'adapter ou pas. Les enseignants qui arriveront à s'adapter à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de post-Covid, hein, ça arrive maintenant. Hein, je vous parle de semaines, hein, je ne vous parle pas dans des ans, dans des années. L'enseignant qui arrive à s'adapter à ça garde son emploi. Sinon, tout le reste, c'est fini. Ils vont tous perdre leur emploi. Et je vous le dis très simplement pourquoi. C'est la première fois aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité ou l'histoire de l'éducation contemporaine où le système éducatif, le ministère de l'Éducation et les conseils scolaires ont perdu le contrôle de ce qui était enseigné aux enfants. Et la moitié d'entre eux ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, ce sont les grandes compagnies de tech qui viennent dicter leurs lois sur quoi apprendre aux enfants. Regardez, vous êtes tous en train d'utiliser Zoom, Google Teams, Live Virtual Campus. Et aujourd'hui, ce sont les enseignants, les conseils scolaires et les ministères de l'Éducation qui viennent vers nous dans la Silicon Valley et qui nous demandent « aidez-nous à mettre des choses en ligne de manière intéressante ». Ce n'est plus l'inverse. Et en plus de ça, on le fait bien moins cher et sans aucune pression des syndicats. Donc aujourd'hui, les conseils scolaires ont perdu le contrôle sur ce qu'on devait apprendre, ce qu'on devait enseigner aux enfants. À compétences égales, je préfère mettre mon enfant devant un outil technologique d'éducation, donc on appelle EdTech, plutôt qu'un enseignant qui essaie de lui enseigner sur Zoom. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas, tout simplement. Monsieur Haus, nous avons eu une question de la part de Philippe qui dit bonjour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mentionner quelques plateformes dans lesquelles les enseignants peuvent développer les compétences pour faire face à cette nouvelle forme d'éducation? Oui, bien sûr. Oui. Attendez, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement partager mon écran et puis je vais vous montrer aussi simple que ça. Hop. Juste pour vous dire qu'il nous reste 2 minutes. OK. Tiens, je vais vous le marquer en fait dans le chat entre-temps. Et voilà. Donc, hop.
Live Virtual Campus de Tech Adaptica, eux, ils travaillent là-dessus. Eux, ils travaillent exactement là-dessus. Aider les universités et les enseignants et le système éducatif à s'adapter aux nouveaux changements qui vient les prendre d'assaut. Je partage mon écran et vous allez voir qu'en fin de compte, l'idée, ce n'est pas en fait d'avoir juste du zoom. Attendez un instant. Hop, un petit cas. Voilà. L'idée, ce n'est pas d'avoir que du Zoom ou d'avoir du Team. L'idée, c'est de creuser un peu plus dans le côté émotionnel de ce qui se passe chez l'enfant, chez l'enseignant, et de voir comment est-ce qu'eux, ils peuvent apprendre. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de travail qui sont faits là-dessus, sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des humains lorsque eux sont en train d'apprendre. Mettre tout sur Zoom, ça a été un premier réflexe. C'est bon, mais maintenant, tout le monde voit que ça ne marche pas. Aujourd'hui, les gens veulent des interactions. Ils veulent travailler ensemble. Ils veulent faire des choses. Ils veulent se rencontrer, malgré le fait de la distance sociale. Donc, on doit passer, et j'arrêterai là, hein, on doit passer d'un état de distance sociale à un état de socially distancing. Donc, en anglais, en fait, on parle de social distance et puis distance socializing. Donc, la socialiser à distance. Voilà, de distance sociale à socialiser à distance. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Vous pouvez aller sur mon lien LinkedIn et puis me poser n'importe quelle question. Je serai heureux de vous répondre lorsque j'ai un petit peu de temps. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Os Zawali, pour cette belle présentation, et toutes les informations qu'il nous a partagées dans cette présentation vont aussi vous être envoyées par courriel, et ainsi que le nom de l'application Live Virtual Campus va être fourni dans le courriel. Nous vous souhaitons une très, très belle journée et nous vous attendons dans la prochaine session. Merci.